some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le jour d'après du monde de la formation spéciale apprentissage. Je suis ravie d'être avec vous pour évoquer cette thématique car il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes d'apprentissage, notamment depuis la réforme 2018 sur la formation professionnelle avec la loi Avenir professionnel. Et donc c'est ce dont on va parler. Qu'est-ce qui a changé exactement? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Est-ce que ça fonctionne? Voilà, on va évoquer cette thématique avec vous, messieurs. Bonjour, merci d'être avec moi. Bonjour. Alain Druel, bonjour, vous êtes associé fondateur cabinet Quintette. Vous étiez aussi l'ancien conseiller de Muriel Pénicaud et vous avez œuvré sur cette réforme. Absolument, en qualité de conseiller, formation professionnelle apprentissage, j'ai participé à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la loi pendant un petit peu plus de 2 ans et demi. Ce sera donc très précieux de vous avoir avec nous sur ce plateau pour évoquer tout ça. Didier Pignon, bonjour. Vous êtes représentant de l'UNMFR, l'Union nationale des maisons familiales rurales. De quoi il s'agit exactement ? Alors, l'Union nationale des maisons familiales rurales est une fédération d'associations qui sont des centres de formation, 430 en France métropole et les DOM. Et parmi ces centres de formation, il y en a environ 350 qui font de l'apprentissage. D'accord, donc vous allez pouvoir vous exprimer aussi sur cet apprentissage parce que visiblement, vous en savez quelque chose. Il y a combien d'apprenants à peu près ? Alors, nous avons à peu près 65 000 apprenants, c'est-à-dire des jeunes en formation tous par alternance, mais parmi ceux-là, il y en a une petite vingtaine de mille qui sont sous statut apprentissage. Donc les autres sont en alternance, mais plutôt scolaires. D'accord. Et vous, Yves Inkint, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de WALT, qui est donc une plateforme de mise en relation entre tous ces différents acteurs. C'est bien ça ? Tout à fait, une plateforme de mariage entre des jeunes et des entreprises, donc une plateforme d'orientation sur les métiers. Et effectivement, on se qualifie généralement une association de membres bienfaiteurs qui portons haut et fort les valeurs de l'apprentissage dans notre pays. Grosso modo, on porte 30% de l'apprentissage en France. Et ça a été lancé à quel moment ? À l'origine, c'était une histoire amicale, puisque c'était 6 réseaux fondateurs, donc les MFR ici présentes, les Compagnons du Devoir, l'AFTRAL pour le secteur de la logistique et de la conduite, l'enseignement catholique, le groupe IGS et le groupe Thalys que je préside aujourd'hui. Et à force d'avoir des relations amicales, on s'est dit qu'un jour, il serait peut-être intéressant, plutôt que chacun de faire quelque chose de son côté sur l'orientation et l'accompagnement des jeunes, d'avoir une plateforme partagée et d'être en capacité d'orienter le jeune. Parce que quand Didier, ici présent, n'a pas la réponse formation pour un jeune, peut-être que dans la guilde des CFA qu'on regroupe aujourd'hui, il y a obligatoirement une réponse. Donc le sujet, c'est de jamais laisser un jeune sans réponse. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur l'alternance aujourd'hui en France ? Ça représente combien de personnes ? Tout va bien. Voilà, j'ai fait un point, tout va bien. A priori, oui, ça se porte très bien. Ça se porte plutôt bien, c'est positif. Qui plus est dans un contexte qui n'a pas été simple depuis 2 ans pour les jeunes, on le réévoquera certainement. On atteint aujourd'hui 525 000, bientôt 530 000 jeunes. On parle de nouvelle rentrée, donc la rentrée, en tout cas les cohortes de septembre. Donc si on aborde globalement l'ensemble avec ceux qui sont déjà en apprentissage sur les cursus précédents, allez, à la fin de l'année, on devrait être entre 750 000 et 8 000 jeunes en apprentissage. Je pense, mais M. Druel le rappellera, on n'a jamais atteint ce genre de chiffre. Ça veut dire que l'apprentissage, ça marche aussi en France et pas qu'en Allemagne et en Suisse. Je le dis, c'est pour se détendre, mais c'est vrai que c'était un sujet où souvent on était comparé en Europe par rapport au modèle de l'apprentissage. Ça marchait moins bien chez nous. Aujourd'hui, ça marche bien chez nous. Qui plus est, la réforme qu'on va réévoquer a ouvert les chakras, si je peux me permettre l'expression, des écoles, des CFA. Donc on a dû quadrupler, peut-être même quintupler le nombre d'écoles et de CFA en France qui pratiquent l'apprentissage. Alain Druel, vous diriez que ça a été une révolution, cette réforme ? Ça a changé beaucoup de choses ? Je pense qu'on peut le dire parce qu'on a non seulement effectivement changé beaucoup de choses, mais ce qui était le plus important, donc des règles de droit pour simplifier notamment l'accès à l'apprentissage et son financement. Mais ce qui est intéressant à travers ces changements, c'est aussi changer l'état d'esprit, le regard des familles ou des entreprises sur l'apprentissage. Et ce qui est de plus important dans ce qui est en train de se produire, certes les chiffres sont excellents. Une autre façon de présenter la progression, c'est de dire qu'en 3 ans, on a presque
doublé le nombre d'apprentis en France, mais on change la représentation des familles, des jeunes et des entreprises. Et ça, c'est aussi encourageant pour l'avenir. C'était votre objectif de départ ? Absolument. Notre objectif, il était double. Il était de simplifier les règles parce que finalement, elles se caractérisaient par leur complexité. À travers leur complexité, il y avait un manque de confiance dans les acteurs. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire confiance aux acteurs, simplifier les règles et en disant, voilà, maintenant, vous avez un cadre qui est simplifié, allez-y. Ça a marché. La deuxième chose, c'est de changer donc la représentation, l'apprentissage. Il y a encore ça existe encore un petit peu, hein, il ne faut pas non plus penser que tous les problèmes sont réglés. C'est souvent vécu comme la voie qu'il faut suivre quand on ne peut pas suivre les autres voies et la voie royale, académique. Et c'est ça qui est en train de se modifier un petit peu. C'est de dire après tout, c'est formidable pour un jeune quand on a une passion. L'apprentissage, c'est une façon d'accéder à un métier, de pouvoir satisfaire à cette passion, et c'est le meilleur passeport pour l'emploi, et puis disons-le franchement, pour être bien dans sa peau, quoi. Ça bouge, et ça c'est vraiment intéressant. Didier Pignon, vous êtes d'accord avec ce qui est en train d'être dit ? C'est vrai que c'est important de changer l'image qu'on a aussi de l'apprentissage. Oui, je crois que vous avez parlé du terme de révolution tout à l'heure. Moi, je le valide, ce terme-là. C'est un véritable changement qui s'est opéré. En fait, pas tant dans le statut de l'apprenti, mais dans tout le système de l'apprentissage, c'est-à-dire pour les CFA d'une part et la relation avec les financeurs et d'autre part pour les entreprises. Et puis tout ce changement a été porté par une communication importante qui a été manifestement entendue, au moins par un certain nombre, d'où le succès. Donc oui, la formation par apprentissage, donc par alternance, combine ces deux atouts, c'est-à-dire la préparation à un diplôme, le même diplôme que si on n'est pas d'ailleurs apprenti, si évidemment c'est la même qualification, avec en plus toute la compétence professionnelle qui est acquise durant les séquences en entreprise. Donc en réalité, on augmente la capacité d'employabilité de la personne, mais comme le disait Alain à l'instant, c'est bien plus qu'un cursus de formation, c'est probablement un choix de vie, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on choisit de rentrer dans le monde professionnel tout en continuant à se former. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on va changer un certain nombre de fois de métier dans sa vie, qu'on ne passe pas que le début de sa vie en formation, mais on va y revenir à plusieurs reprises. L'apprentissage, c'est déjà le principe qui est mis en œuvre. Vous, a priori, Yves Inkind, vous êtes convaincu par l'alternance. C'est vrai que ça a dû être compliqué de changer les mentalités aussi et les idées reçues qu'on pouvait avoir. Le sujet, c'est pas tant que je sois convaincu, c'est ce que M. Drouet le rappelait, que les familles et les jeunes le soient, quoi. Je vais vous donner la recette, là. Le checker de la compétence, quoi. Vous mettez dans un grand checker une expérience professionnelle sur un CV, vous mettez une formation payée par l'entreprise via son partenaire financier qui s'appelle OPCO, vous mettez une rémunération, du pouvoir d'achat, vous secouez bien fort et vous faites un gamin épanoui à la fin. C'est ça le sujet. Et ce que je constate, moi, 2 ou 3 ans après le lancement de ce Big Bang de l'alternance, d'une manière générale, c'est que je commence à voir des jeunes qui ne parlaient pas de l'apprentissage, qui aujourd'hui sont convaincus que ça peut faire partie à un moment ou à un autre de leur cursus. Autour de la table, on a l'habitude de se le dire aussi entre nous, la première école de l'alternance, c'est médecine. Je fais un tour dans l'entreprise, je fais un tour en formation, assis sur les bancs du campus. Mais aujourd'hui, on parle de quoi ? D'une modalité pédagogique. Donc le vrai sujet, c'est que c'est bien. Il faut qu'on arrête de dire qu'il y a une solution pour réussir sa vie. Il y a des solutions, c'est ce que vous rappeliez il y a 2 secondes. Donc oui, ça marche. Après, maintenant, il faut continuer à être au rendez-vous. Donc ouais, on vit une période plutôt exaltante. Alors, rien n'est simple, hein. On pourra le réévoquer, ne serait-ce si on parle de la crise sanitaire, mais objectivement, il se passe quelque chose de positif. Et l'appréciation culturelle est en train de basculer, quoi. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut maintenir l'effort. Il faut surtout rassurer le périmètre que l'on évoque, mais ça sera les débats politiques qui vont arriver d'ici maintenant jusqu'à la campagne présidentielle. Mais en tout cas, les enjeux sont forts parce qu'on s'occupe de quoi ? De la jeunesse. On s'occupe de quoi ? Des compétences de demain, des entreprises de demain. C'est assez utile et passionnant à la fois. Aujourd'hui, on peut suivre n'importe quelle formation en alternance ? Toutes les formations sont accessibles par les voies de l'alternance du premier niveau de qualification à Bac plus 45, que sais-je. Et si je provoque encore plus le trait, aujourd'hui on dit que l'apprentissage c'est jusqu'à 30 ans, mais je pense qu'on apprend au-delà de 30 ans, donc on peut rêver un jour d'un contrat d'apprentissage open à tout âge, quoi. Donc la pédagogie de l'alternance, elle est valable pour tout public, quoi. Aujourd'hui, en tout cas sur la jeunesse, soit
je fais une formation initiale, classique, traditionnelle, soit je fais une formation par l'alternance, parce que j'ai peut-être aussi cette maturité qui permet de faire le combo entre école et entreprise. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi tout le monde s'y met aujourd'hui? Je pense qu'il y a une conjonction entre une réforme qui simplifie les règles, c'était quand même très attendu. Au moment où on fait la réforme, il faut le dire aussi, un dynamisme économique qui aide, puisqu'il y a naturellement un besoin d'embauche. Et peut-être, et c'est plus difficile à apprécier, mais une impression plus diffuse qu'il faut effectivement trouver une voie qui permet de marier à la fois l'acquisition de savoir, de savoir-faire, et en même temps l'exercice pratique. On apprend. Alors, on a différentes façons d'apprendre, les uns et les autres. Il n'y a pas une voie dans l'absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir combiner ces voies. Et je pense que c'est vraiment là, pour le coup, la combinaison, c'est quelque chose qui rencontre de plus en plus l'intérêt des jeunes. En plus, et on a vu que c'était important, c'est aussi une rémunération. Donc c'est aussi, du coup, c'est du pouvoir d'achat. En étudiant, c'est pas juste un détail. Absolument. Donc quand on parle de rencontre, c'est aussi un moment, la prise de conscience, et de dire, mais oui, tiens, de toute façon, je vais pouvoir payer mes études, mais non seulement je vais pouvoir payer mes études, mais je vais pouvoir un petit peu mieux vivre à côté. Ça ne veut pas dire que tout est simple, ça ne veut pas dire que tout est rose, etc. Mais c'est quand même une capacité aussi de faire des choses dans la vie et de profiter un peu plus de la vie. Et ça participe aussi d'une forme d'autonomie, ça c'est sûr. Voire un peu de parler du bonheur de l'apprenti, ça y participe évidemment, sans dire encore une fois que tout est résolu. C'est pas. Oui, mais ça fait beaucoup de points positifs. Mais ça fait beaucoup de points positifs. Et si vous me permettez un mot, c'est ce qu'on a vu aussi avec la pandémie. C'est qu'on a vu beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient plus accéder à ce qu'on appelle des petits boulots, notamment dans l'hôtellerie-restauration, qui était une façon de gagner sa vie précisément pour pouvoir vivre. Et bien, du coup, dans l'apprentissage, ils ont trouvé aussi une solution qui permettait de combiner leurs études, le travail et donc de la rémunération. Et c'est ce qui explique aussi que pendant la pandémie, l'apprentissage a continué à progresser. Didier Pignon, comment est-ce que les MFR ont vécu justement cette révolution? On en parlait. Alors c'était une évolution, en fin de compte, plus qu'une révolution. Au bout du compte, si je cherche un peu à me contredire par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure en évoquant la réforme dans ses généralités, parce qu'en fait, nous avons, l'habitude de l'alternance. Donc en fait, ça a été une augmentation de notre activité qui était plus facile parce qu'en fait, la réforme a changé quelque chose qui est peut-être un peu difficile à comprendre, mais qui a enlevé une sorte d'administration des décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour développer une formation en apprentissage, un centre de formation peut le faire relativement facilement. Alors que précédemment, il fallait une somme d'autorisation qui était difficile à obtenir. Donc le fait de libérer la possibilité de développer des formations, les CFA se sont évidemment empressés de le faire. Ils se sont empressés de le faire, mais malgré tout, il ne suffit pas de dire, en tant que CFA, je veux ouvrir une formation, encore faut-il qu'il y ait des contrats de signés. Donc il y a des entreprises, évidemment, qui sont à la recherche de jeunes, et c'est ça qui est en même temps assez important dans notre société. Si on y prête un peu attention quand on regarde les offres d'emploi qui sont relativement importantes, tout simplement quand on prend sa voiture et qu'on se déplace dans certaines zones d'emploi, par exemple, ou sur certains territoires, on voit partout des grandes affiches qui indiquent « recherche salariés », en CDI même, et donc ça veut bien dire que les entreprises ont des besoins, ont probablement un certain nombre de difficultés de recrutement et qu'elles peuvent en partie pallier à ces difficultés de recrutement par l'apprentissage. Il y a des jeunes qui sont évidemment conscients de cela et qui se disent oui, on me disait jusqu'à présent, passe ton bac d'abord, donc va à l'école d'abord et puis tu iras travailler après, qui se rendent compte qu'en fait on peut déjà commencer à l'entreprise, et ce qui n'empêche pas de continuer à préparer ses diplômes jusqu'à des niveaux relativement élevés. Ce n'est pas parce qu'on va en apprentissage qu'on se réduit à un faible niveau de qualification. On peut démarrer par un niveau de qualification plus faible et puis engranger des formations les unes après les autres. Le système de la loi l'a prévu, avec d'ailleurs plutôt des logiques encourageantes pour favoriser l'accès au niveau supérieur. Et bien sûr, après, ça appartient à chaque jeune
de continuer, évidemment, ou pas. C'est là que vous intervenez d'ailleurs, justement, dans cette mise en relation, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver un alternant quand on est une entreprise. C'est pas évident pour une entreprise de trouver un alternant, c'est pas évident non plus pour un jeune à 16, 17 ans, 18 ans d'être tout de suite convaincu de savoir le métier qu'il veut faire. Donc c'est aussi une période d'apprentissage. Et donc en l'occurrence, l'objet de la plateforme, il est simple, c'est d'amener de l'information, de l'orientation, parce que c'est un des sujets qu'on n'évoque pas au titre de la réforme, mais qui est un sujet important. Voilà, les gamins, dans le sens noble du terme, un métier, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Éventuellement, une formation technique, avec plateau technique, ou une formation transverse, RH, communication, ça parle un peu, mais on ne voit pas obligatoirement le métier derrière. Donc l'objet de la plateforme WALT, c'est en particulier de mettre la lumière sur les métiers. Et pour mettre la lumière sur les métiers, il n'y a qu'un seul sujet. Il faut faire parler des jeunes qui ont réussi à travers les métiers. Donc voilà. Et aujourd'hui, cette manière de communiquer, elle est différente. Ce n'est pas celle que l'on a connue autour de la table. C'est en l'occurrence les réseaux sociaux à outrance. Et puis nos jeunes, au bout de 30 secondes, ils décrochent de toute connexion. Donc toute cette mécanique-là, aujourd'hui, fonctionne. Et le vrai sujet, c'est d'orienter les jeunes vers les partenaires de l'apprentissage que sont les MFR et toutes les autres écoles et CFA. Mais alors, est-ce qu'il est vrai que pour certains CFA, il a été très compliqué de s'adapter à cette loi ? Alors, très compliqué, j'exagère peut-être un peu. Compliqué, peut-être même parfois très compliqué, certainement. Je vais reprendre 3 mots à Didier Pignon. En même temps, qui lui-même les a piqués à un homme politique. Nous aussi, on a vécu notre en même temps. En même temps, on a dû gérer les conséquences positives de cette réforme, donc la loi Pénicaud. Et en même temps, on s'est frotté, alors qu'on ne s'y attendait pas, à une pandémie qui a bousculé aussi, la pédagogie, la manière de faire des profs, la manière de suivre les cours des jeunes, tout ce qui n'était pas possible, parfois un peu freiné depuis des années, en même temps est devenu possible du jour au lendemain. Donc en même temps, il faut imaginer que pour des gros réseaux où on est un peu structuré, ça a été compliqué, mais quand vous êtes un CFA de 300, 400 apprentis, vous devez gérer en même temps la pandémie, la bascule digitale, plus la bascule sur le nouveau mode opératoire de l'apprentissage. Oui, ça a été un peu chevaleresque, dans le sens pédagogique du terme, mais c'est ce qui a permis aussi de booster et de faire aujourd'hui que, bon, ok, il y a peut-être un peu de fatigue, mais en tout cas, il y a de la joie de voir aussi les résultats derrière, quoi. Donc oui, ça n'a pas été simple. En tout cas, les chiffres sont là, ils parlent, quoi. On va évoquer la crise sanitaire. On sait aujourd'hui que l'État soutient beaucoup, en tout cas, les contrats d'alternance. C'est-à-dire qu'une société, d'après ce que je me prie, vous allez sans doute nous le préciser, ne paye quasiment rien, en fait, si elle fait appel à un alternant. Notre crainte, au moment où la pandémie se développe, elle est double. D'abord, elle est que les jeunes apprentis, plus globalement les jeunes, mais là on parle de l'apprentissage, ne puissent pas bénéficier des enseignements. Rappelez-vous, nous sommes début mars, les examens sont en juin, et donc plusieurs ne puissent tout simplement pas accéder au diplôme qu'ils cherchent à acquérir. Donc première chose, comment fait-on en sorte que les jeunes puissent bénéficier des enseignements ? Et ça, il faut souligner l'engagement des centres de formation d'apprentis qui se sont organisés, qui ont notamment fortement développé l'offre de formation à distance, puisque les CFA ne pouvaient plus accueillir les jeunes en centre, et qui ont fait en sorte que, de façon très très forte, les apprentis, on est aux alentours de 85-90%, puissent continuer à suivre ces enseignements. Ça, c'était la première crainte, donc avec un résultat ponctuel très positif. La seconde crainte, c'était qu'après une première année d'application de la réforme qui avait été excellente, on faisait plus 16% par rapport à l'année précédente, ce qui n'était jamais vu, et l'apprentissage s'effondre, puisque les entreprises ne sachant pas, n'ayant pas de lisibilité sur leur activité économique, on pouvait craindre qu'elles n'embauchent plus d'apprentis en disant je vais attendre de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'effectivement le gouvernement a mis en place des aides très importantes, qui sont toujours en cours, d'ailleurs, puisque pour tout apprenti qui sera embauché jusqu'en juin 2022, ces aides sont accessibles. Et effectivement, ces aides ont été calculées pour faire en sorte que ce qu'on appelle le restant à charge que l'entreprise doit mettre en plus soit entre nul pour les mineurs et très faible pour les majeurs. Quand je parle de très faible, c'est un peu moins de 100 € par mois. Voilà, très concrètement pour une entreprise. Et le résultat de tout ça, c'est que non seulement l'apprentissage ne s'est pas effondré,
mais qu'il a progressé de 40% supplémentaires. Ce qui montre aussi à la fois le succès des aides, mais que les entreprises ont joué le jeu et donc les résultats sont là. Mais alors, est-ce qu'on ne doit pas craindre un coup d'arrêt si jamais ces aides s'arrêtent? Est-ce que vous avez un avis, Didier Pignon? Évidemment qu'on peut s'inquiéter du risque induit si toutefois ces aides dites exceptionnelles en fait arrêtent. En réalité, la réforme a prévu des aides initialement pour les plus bas niveaux de qualification, pour encourager les entreprises à prendre ces jeunes plus jeunes et moins qualifiés, mais pour les apprentis, on va dire, du supérieur, l'aide pourrait effectivement disparaître, il pourrait y avoir des effets. Mais on verra au fur et à mesure que les choses se feront. Je le redis, il y a un tel besoin de recrutement aujourd'hui dans les entreprises. Et puis, peut-être que depuis quelques années, il y avait en tout cas un certain nombre d'entreprises qui avaient un peu perdu l'habitude de l'apprentissage pour celles qui avaient une certaine habitude pour différentes raisons, parce qu'il y avait quelques complexités, parfois des jeunes un peu compliqués, y compris quand on est en entreprise. Donc ça peut à certains moments décourager des entreprises à engager ces jeunes-là. Peut-être qu'on est en train de vivre une nouvelle étape, c'est-à-dire réapprendre, j'allais dire, à vivre ensemble au sein de l'entreprise avec des jeunes, et que tout compte fait, on garde le bénéfice de cette période qui est assez exceptionnelle, comme Alain le rappelait. En tout cas, l'été 2020, on pouvait être qu'inquiet quand on était CFA, et nous l'étions terriblement, de savoir si à la sortie de ce premier confinement, les jeunes et les familles allaient accepter de signer un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire d'aller en entreprise. Rappelez-vous, il y avait des contraintes pour aller en entreprise au travail, ça faisait quand même relativement peur, ou ça pouvait faire relativement peur aux jeunes et aux familles, et en fin de compte, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Peut-être en fait que aussi, il y a un phénomène qui a opéré à ce moment-là, c'est-à-dire que précédemment, les centres de formation ouvraient leurs portes et les gens venaient visiter. Et là, les portes ont été ouvertes, mais d'une autre manière, de manière virtuelle. Et il n'est pas impossible que les gens aient osé davantage accéder en fin de compte à l'information plus facilement, de manière à distance, numérique, et tout compte fait, on va valider un projet qui n'aurait peut-être pas validé de la même manière, toujours ce sujet d'orientation qu'on évoquait du bout des lèvres tout à l'heure. Très rapidement, avant de se quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous voyez des axes d'amélioration concernant l'apprentissage en France ? Il y a toujours des axes d'amélioration, parce que d'abord, quand vous faites une réforme comme ça, j'allais dire, avoir tout bon la première fois, il faut être humble, bien sûr que non, et il y a des choses à améliorer. Je vais en citer deux. Quelque chose qui est avant l'apprentissage, c'est la question de l'orientation professionnelle. Ça reste quand même un sujet fondamental. Je dis, on a progressé dans la représentation des familles et des jeunes, mais il n'empêche que l'information sur les métiers, le fait de pouvoir valoriser à la fois l'enseignement professionnel et pas seulement l'apprentissage, tout ça sont des choses qui restent quand même perfectibles aujourd'hui et qu'il faut améliorer. La deuxième chose sur l'apprentissage en tant que tel, je passe rapidement, mais c'est un sujet, mais c'est quand même de continuer à simplifier la partie administrative, mais c'est aussi de continuer à travailler sur tout ce qu'on mettrait sous le vocable de l'innovation pédagogique. Ce qui caractérise l'apprentissage, c'est une méthode. On apprend différemment. Et ça, on peut encore parfaire, ne serait-ce que parce que les modalités évoluent. On a évoqué il y a quelques instants le développement de la formation à distance. Il y a des choses qui resteront de cette période-là, pandémie ou pas, parce qu'on a vu de nouveaux outils se développer, de nouvelles pédagogies ou une nouvelle façon de faire. Ça restera et ça doit continuer à évoluer. Yves Inkind, je sens que vous avez envie de réagir. Vous faites le même constat ? J'opine du chef. En l'occurrence, il restera quelque chose après. Tout ce qu'on évoque, prime, pas prime, il faut s'y rappeler, prime parce qu'il y a eu crise sanitaire. Après, c'est culturellement que les choses sont en train de s'inscrire. Donc en l'occurrence, le distanciel, les réunions en visio, c'est devenu somme toute la tasse de thé et des entreprises et des jeunes. Les apprentis sont devenus des téléapprentis, les profs sont devenus des téléenseignants. Et ça ouvre un champ du possible qu'on n'avait peut-être pas ouvert assez rapidement jusqu'à la crise sanitaire. Donc, en l'occurrence, sur les sujets, alors oui, des améliorations. Moi, je ferais juste une préconisation. Je préférais le mot stabilisation par rapport aux questions d'amélioration, parce que des améliorations, il y en a toujours. C'est vrai, on n'a pas un défaut, mais c'est normal. On est dans un pays où, généralement, on fait une réforme tous les 5 ans.
Là, ce qu'on vient de vivre, le combo crise sanitaire plus réforme audacieuse de l'apprentissage, mérite peut-être qu'on stabilise aussi un petit peu le périmètre et le paysage pour tous les acteurs que l'on évoque depuis tout à l'heure. Voilà, qu'on prenne une respiration et un rythme soutenu, mais qui permettent d'aller loin, très loin vis-à-vis de l'apprentissage. On suivra ça de près en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour évoquer cette thématique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec quelques sites internet qui s'affichent juste en bas de votre écran. mfr.fr si vous voulez en savoir plus. Donc walt.community, la plateforme de Walt pour trouver une formation, un contrat ou recruter un jeune. Et walt-asso.fr, un site qui présente Walt, donc, mais c'est plutôt côté professionnel. Merci encore et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. I wanna have some fun tonight, yeah.